Alors, donc bonjour, merci beaucoup d'être là. C'est vrai que, alors j'avais juste un message à faire passer des auteurs qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui transmettent leurs amitiés à ceux qui ont bien voulu qu'on être présentes et qui seront absolument là le 17 juin ou lundi. Donc rendez-vous au 17 juin de la part de ceux qui n'ont pas pu être là. Alors nous avons fait cette expo en hommage à Jean-Jacques Reboux qui nous a quittés en 2021. Et on voulait faire un peu, voilà, rendre hommage à cet auteur un peu particulier, un peu atypique, qui avant d'être un éditeur a été un auteur, et qui d'ailleurs est devenu éditeur parce qu'il n'arrivait pas à placer ses textes. Voilà. Donc à un moment donné, on a eu marre, il dit moi je ne peux pas placer mes textes, personne ne veut de moi, je n'arrive pas à éditer, donc il a décidé de monter sa première édition, Canaille, pour éditer ses textes. Par la suite, il est allé chez Baleine pour s'occuper d'une collection, Canaille Revolver, en reprenant une partie d'ailleurs de ce qu'il avait fait chez Canaille. Et ensuite, il a aussi monté une maison d'édition Après la Lune, aussi d'ailleurs pour replacer des manuscrits qu'il n'arrivait pas à faire éditer. Et donc les auteurs que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui ont tous eu un moment ou un autre affaire à Jean-Jacques en tant qu'éditeur. Donc, je vais donc vous passer la parole en vous demandant, alors votre premier contact avec Jean-Jacques, est-ce que ça a été à l'occasion de Canaille ou d'Après la Lune? Moi, c'était Canaille, en fait. Je l'ai connu, il était éditeur. J'ai vu, c'était à Saint-Nazaire, c'était en 95, genre mon premier festival de polar, que je ne connaissais pas du tout le milieu. Et je crois que c'était les 20 ans du festival de Saint-Nazaire que j'ai à peine connu, puisque c'était la dernière fois. Mais comme entrée en matière dans le monde du polar, après, le soir, je sais qu'il y avait une grande fête. Et il passait les Sex Pistols. Donc je dis, par contre, pour ceux qui connaissent, c'est pas le petit pont de bois. Donc ça donnait un ton. Et après, les Sex Pistols, ça s'arrête. Et là, a cappella, tout le monde chante l'international. J'ai dit ok, on n'est pas au Figaro magazine, et je connaissais pas les paroles, mais j'étais comme ça. C'est à une finale quoi. Voilà. Et bien vu dans le monde du polar. Donc pour moi c'était super quoi. Une fête, du punk et de la gauche. Et Jean-Jacques, là-dedans c'est lui qui entonnait l'international. C'est lui qui était parti sur l'international en fait. Quoi. À l'époque, il était donc Canaille. Je pense. Oui. Et toi, tu as fait appel à lui dans quel cadre? Donc, suite à l'international, j'ai fait d'autres salons. Le deuxième salon où je suis allé, c'était à Aubervilliers. Donc c'est le premier salon parisien. Salon parisien, il paraît qu'il y avait le directeur de la série Noire, Jean-Bernard Pouy, Dantec, Fred Vargas, c'était des gens qui commençaient à être connus à l'époque. Et j'arrive, et moi j'avais fait un bouquin en Bretagne, on va dire. Donc j'étais un peu dans un coin, il y avait un cran, il y avait, je sais pas, 20 ou 30 auteurs qui étaient les principaux, et puis il y avait les forains un peu autour, quoi, en fait. Et ce jour-là, au moment où j'arrive, c'était un mec, je crois qu'il s'appelle Delcourt, je sais pas quoi, Jean-Jacques devait éditer, je crois. En tout cas, toujours est-il qu'il y a un mec qui arrive j'arrivais juste, je m'assois juste, et il y a un homme de 40, 50 ans qui arrive et tout, il dit, il est où? On va l'appeler Delcourt. Hein. Il est où Delcourt? Le mec dit, c'est moi, Delcourt a des lunettes en fait. Quoi. Le mec arrive devant, et là, BAM! Il me une grande tape dans la gueule. C'est bizarre, mon festival. Alors, si on chantait. Ouais, en fait, et il se trouve qu'en fait, cet auteur avait couché avec sa fille, enfin la fille de ce monsieur, qui lui a foutu une tape. Évidemment, dans son livre, il avait dû remettre des trucs vrais, et comme il avait dû le larguer, il parlait pas très bien de sa fille, d'où qui justifiait la baffe qu'il s'était pris dans la gueule. C'est la seule fois, quand même, je veux dire, que j'ai vu un auteur se prendre une baffe dans la gueule, en direct dans un festival. À Donac, une fois, il est sorti par en dessous d'une tente d'un festival à la Bastille. Il est sorti à 4 pattes. Oui, mais ça c'était la grande. Mais là, à ce moment-là, quand tu as assisté à ça, Jean-Jacques était où? Il était là. Il était là. Il a fait ni tard, ni international. Et là, est-ce que c'est à cette occasion que tu as eu ton premier contact avec Jean-Jacques? Je pense, parce que Jean-Bernard Pouy est venu à ce moment-là. Et donc moi j'avais 27 ans ou 25 ans, j'avais un perfecto noir, parce qu'à l'époque si tu n'avais pas un perfecto noir, tu n'existais pas. Et il vient me voir, il me dit ouais bah c'est cool, parce que toi t'es rocker quoi. Je dis bah ouais, enfin. Il dit ouais parce que nous on a la marque du jazz. Parce qu'il me mettait, je dis ah bah c'est encore mieux.
je m'en mettais de la tarte, hein, le mec c'était triste, je dis, ah bah au moins il y en a un qui vient me parler, il n'a pas foutu une tarte, et il vient me parler. Et j'ai dit, il me dit, de toute façon ici, c'est ni Dieu ni maître, et ça se passe comme ça. Je me fais en bar à Rennes à l'époque, quoi. Comme ça veut dire le comptoir en fait. Et là, je crois que j'ai trouvé ma famille. En fait, tout est bien. Et JB m'a présenté Jean-Jacques en personne, parce que j'avais vu, mais on ne se connaissait pas, le directeur de la série noire de l'époque, machin. Et comme Jean-Jacques avait monté sa maison d'édition, il m'a dit, si tu as un manuscrit, tu me l'envoies. Et c'est comme ça que je connaissais absolument personne dans le milieu du polar, ni dans le milieu du rien du tout, dans la littérature. Et donc du coup, Jean-Jacques tout de suite il m'a dit, ah ouais, un petit jeune, super, enfin c'était un truc, tu me l'envoies naturellement. En fait. Donc c'était hyper simple. Il t'a sollicité pour envoyer le manuscrit. Ouais. Ouais. Et après, il n'y a pas une petite histoire assez marrante sur l'histoire justement C'était Aka. C'est bien le manuscrit d'Aka. Oui. Alors, il y a des grandes maisons d'édition, type série noire, et puis des plus modestes, type Canaille. Donc, je l'envoie quand même, parce que j'ai passé quand même 3 ans sur ce bouquin, je commence à y croire, je dis, ah, t'es en train de progresser et tout. Je l'envoie à la série noire, et aucune nouvelle de la série noire. Bon, je dis, c'est pas grave, je vais l'envoyer chez Baleine, à l'époque où Jean-Jacques s'était réfugié chez Baleine avec sa Canaille Revolver. La petite histoire, c'est qu'un an plus tard, 2 ans plus tard, je vois. Non, je vais faire dans le bon sens. Dans le bon sens. Parce que je dis, qu'est-ce qu'il raconte ? Et donc, pas de nouvelles de la série noire, donc je l'envoie à Baleine, donc c'est Jean-Jacques qui le lit. Et 2 ou 3 mois plus tard, je reçois à l'époque, il n'y avait pas trop internet, hein, enfin, en tout cas, ça marchait pas super comme ça. J'avais pas de portable, je crois que j'avais même pas laissé de numéro parce que je sais pas où j'étais. Je me dis, il m'avait envoyé une carte. Petite carte en fait, en me disant j'ai lu Aka, j'ai adoré, je me souviens, il m'avait souligné, adoré, je le prends tout de suite quoi. Par contre, je peux pas t'appeler, je peux pas te parler parce que là je viens de perdre mon chat et pendant 3 jours je fais que pleurer. C'est le deuil du chat. Quoi. Le deuil du chat. Je dis mais c'est encore mieux, hyper sensible, qui aime les animaux. Alors moi je voulais Dactari quand j'étais petit, hein, c'est pour ça. Donc je dis, en fait, voilà, mon premier éditeur c'est... Voilà, c'était là. Et c'est Aka a été édité donc par Jean-Jacques. Voilà, alors ce qui est un peu ouais. moins rigolo, parce que ça c'était le conte de fées, en plus c'était un jour catastrophique pour moi, donc c'était marrant quand même quoi. Le jour où on veut t'enlever ton enfant, tu tombes par terre en fait, et t'as le truc de Jean-Jacques et tout, j'adore ton bouquin, mais il est mon petit chat. Ça c'est Nietzschéen, c'est une génie nietzschéenne. En quelle année c'était ça? Oui, c'était en 97. 97, voilà. Ouais. Donc tu as fourni le manuscrit d'Aka en 97 à Jean-Jacques. Et tu as été publié en 98? Alors justement, c'est ça qui est un peu moins drôle, c'est que Baleine, Jean-Jacques, Baleine, donc il y avait le pouls, tout ça, ils avaient vraiment le vent au pouls, ça marchait bien, etc. Mais bon, on va dire qu'il y avait des trous dans la caisse, parce que c'était imaginé que, comme on avait mes éditions qui marchaient bien, on pouvait partir en avion, en fait, plutôt que de prendre le train. Donc évidemment, l'argent s'est dilapidé, et 1 an plus tard, quand mon bouquin est sorti, la Baleine s'était échouée. En fait. Donc, elle m'a mis la clé sous la porte et je me souviens que je suis signé mon premier contrat. En fait, j'étais là, c'est Jean-Jacques qui m'a reçu. Et moi j'étais tout feu tout flamme, j'étais ah super, machin et tout. Puis je voyais tout le monde qui mettait des trucs dans les cartons. Je lui dis ah, vous déménagez? Non, on déménage pas en fait, c'est fini Baleine en fait. Alors le contrat, j'ai signé le contrat mais il n'y avait pas d'argent. Bon voilà. Et puis il est sorti 3 mois plus tard, il n'y avait plus d'attaché de presse. Donc en fait, il y a eu 2 livres qui sont sortis au même moment, les 2 derniers, Aka et puis un autre. Je me souviens plus. Donc c'est moi qui ai fermé la boutique de Jean-Jacques et de... Voilà. Et puis si on veut savoir à quoi ressemblait ce Aka, il est là. Hein. Donc chez Baleine. Là. Voilà, un collector. Donc, un collector, voilà. Et la petite histoire, parce que je l'ai su bien plus tard, 2 ans plus tard, j'étais avec ce bouquin-là, mais il n'y avait plus de maison d'édition. Donc en fait, quand on m'invitait, j'avais un bouquin, je ne sais pas d'où Jean-Jacques les sortait, certainement d'un carton en fait, qui était quand même à vendre, mais je ne sais même pas si les ISBN marchaient encore avec les libraires, enfin, bon il était là quoi, ce livre quoi. Et je me retrouve à côté de, excusez-moi je suis un peu long, à côté de Patrick Rénal qui était le directeur de la série noire de l'époque, il voit le bouquin, il dit, c'est toi Aka? Je dis ouais. Il dit, ah mais je voulais absolument, en fait, tu l'avais envoyé en juillet, début juillet 97. Je dis, ouais. Il dit, on veut absolument, c'est mon fils qui était lecteur, il a fait une note de lecture et puis on a perdu le manuscrit. Super content, vraiment hyper content. 7 ans de RMI grâce à ça.
D'accord. Bon, enfin, principal, AK a eu après une belle carrière, donc c'est quand même bien. Et Jean-Jacques a été le premier quand même à croire à AK. Donc ça, c'est Surtout, alors pardon, je vais faire encore un peu long, mais parce qu'elle est quand même assez marrante, c'est que ce bouquin était donc absolument mort-né. Et puis il y a eu un festival à SNECMA, c'est les moteurs d'avion d'Airbus. À un moment, j'étais dans un train, et puis il y a une meuf, Madame Snecma, qui me dit: ah, vous avez eu le prix de la Snecma. Je dis: mais pourquoi pas du Crédit Agricole pour le premier. Elle me dit: ouais, mais. Et puis j'étais là, Jean-Jacques, mais c'est quoi ce truc? Il me dit: ouais, mais je l'avais envoyé pour un concours ridicule et tout. Je dis: c'est pas toi, c'est ridicule. Enfin, Snecma, ça me dit rien. Toujours est-il que c'était un mardi, évidemment, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais le lundi soir? Je fais un point de cuite monstrueuse. Donc je me réveille à 5h, si je me poussais sur la gueule, j'avais du rhum qui... c'était le matin, le rendez-vous ça, parce qu'en fait, à 3h, j'avais une gueule de bois épouvantable. Et là, j'arrive à la Snecma, au fin fond après Orly, etc. C'était loin, en tout cas. Ouais, alors je sais plus, pour moi c'est au sud, mais ça se trouve c'était au nord. C'est-à-dire à quel point j'étais au point. Et là, j'arrive, alors c'est dit, je me souviens plus, mais il y avait tous les auteurs polars, de Ninx, enfin tout le monde était là, en fait. J'ai dit: qu'est-ce que vous foutez là? Il me dit: bah, c'est le prix de la Snecma. C'était le seul prix de la Snecma, hein, quand même. Ils ont donné un petit avion. Bah, oui, ils m'ont donné une palle d'avion, un truc indestructible. Super comme prix, quoi. Tu peux même pas le fourrir dans la boîte. J'ai abandonné dans une cave, lâchement. Ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait une caméra qui était là. Donc, parce que c'était les ouvriers qui avaient donné le prix, en fait. Donc ils s'en foutaient de savoir qui était connu ou pas connu, ils connaissaient personne en gros. Et donc c'est moi qui avais gagné avec AK. Et Jean-Jacques était là. Et il y avait la télé, donc je crois que c'était Télé Snecma. Puis lui, là, ça vous fait quoi d'avoir un prix? Ouais, de toute façon, c'est mieux que. Un prix des ouvriers, c'est mieux que des trucs de Goncourt, parce que ça c'est pipoté par les éditeurs, et puis en plus je parlais encore plus mal que maintenant, parce que j'étais. Vous allez faire ma bombe coupée, en gros quoi. Et voilà, du rosé, pardon. Je reviens l'après-midi, enfin je rentre chez moi le soir, fatigué, c'est-à-dire quoi. Et à 8h30, ma grand-mère m'appelle. Oh Karine, je t'ai vu à la télé au journal de Claire Chazal. Non, félicitations, oui. Mamie, fume un peu trop la moquette. En fait, c'était pas Télé Snecma, c'était TF1. Mais ils sont tellement cons, ils se sont même pas présentés. En fait, comme si, voilà. Et elle dit par contre, ma grand-mère dit par contre, on comprenait pas très bien ce que tu disais. Et donc avec Jean-Jacques, on s'est retrouvés avec. Au journal de TF1, donc s'il y avait une vraie maison d'édition, on aurait vendu, je sais pas, 5000 le lendemain, quoi. Mais là, les mecs pouvaient toujours chercher AK, il était dans les cartons Jean-Jacques. Ça, c'est quelque part un peu du Jean-Jacques, quoi. Ouais. Et merci Karine, et toi Sylvie, alors ton premier contact? Moi j'ai un petit peu moins drôle, mais ça remonte à 1994. À l'époque, donc j'habitais Granville dans la Manche, et avec des copains, on avait décidé de soutenir le tabac presse polar de la Haute-Ville. Si vous connaissez Granville, il y a une ville fortifiée, rien à voir avec la ville fortifiée de Saint-Malo parce qu'il n'y a pas un commerce. Donc le tabac presse polar, autant dire qu'il n'avait aucun client pour les polars. Les mecs qui venaient acheter leur tabac, leur journal, et ils passaient à la Rafale à côté, qui est un bar de marins. Et donc pour soutenir Patrick, qui était un copain, on dit bah tiens, on va monter un festival de polars. Puisqu'il avait des... Alors pourquoi il y avait des polars dans sa librairie? Parce qu'il était en classe à Paris et qu'il avait eu pour pion Jean-Bernard Puy. Partout. Donc JB, comme ça, on l'appelait comme ça, accepte d'être notre parrain, et on fait venir des auteurs de polars à Granville en 94. Moi, personnellement, j'avais juste publié un recueil de nouvelles blanches à la Bartavel, qui était une maison d'édition de poésie. Donc, je n'étais pas du tout polar, mais c'est des copains qui m'avaient entraînée. Donc, entre-temps, j'avais quand même lu 3-4 bouquins, dont La Sirène Rouge, parce que tout le monde en parlait à l'époque, de Dantec, qui venait de publier ça à la Série Noire. Mais aussi, je me souviens d'Ambernave de Opel, qui était chez Rivage. Et c'était les deux grandes maisons, hein. C'était Rivage. Il y avait Marc Villard qui est ici présent, qui était chez Rivage, qui était une des grandes têtes de Rivage, Opel aussi, et puis il y avait la Série Noire. Donc Dantec, c'était le petit jeune de la Série Noire. Donc on a fait venir la première année Jean-Bernard Puy, Dantec, je me souviens de Fred Vargas, Opel, à l'époque elle venait encore en salon, Opel, et puis je sais pas, il y avait une dizaine d'auteurs comme ça.
Et le premier jour du festival, on était tout tremblants, nous on attendait à la gare de Granville les auteurs. On savait qu'on les recevait mal parce qu'on n'avait pas d'argent. Ils dormaient au foyer des jeunes travailleurs, on avait soupe de bulot à l'apéro, et le soir on terminait à la rafale, c'était le programme. Mais arrive sur le quai un garçon, voilà, avec un béret sur la tête, pas bien rasé, mais un grand sourire, et puis il avait un regard espiègle, enfin vraiment drôle, et il arrive et il dit, écoutez, j'arrive de Caen, là, je suis venu avec un auteur, j'ai monté ma maison d'édition, il y a un salon à Granville, je ne peux pas ne pas en être. Je veux bien dormir n'importe où, mais il faut que j'y sois. Alors on s'est tous regardés, on s'est dit, merde, ils sont deux, on n'a plus de place au FJT, on n'a pas les moyens de lui payer l'hôtel. Et j'ai dit, j'étais la seule à avoir une baraque à peu près convenable, j'ai dit, bon, bah, ils vont venir dormir chez moi. Voilà, j'ai rencontré Jean-Jacques ce soir-là. Et puis le festival a été génial. Lui, il venait, donc il avait publié Fondu au noir, qui avait été refusé à la série noire, et je me suis toujours demandé pourquoi, parce que c'était un super polar bien ficelé, classique, et il en voulait énormément à Patrick Rénal de lui avoir refusé Fondu au noir, et donc il avait publié ça, et l'auteur qui était avec lui, c'était Chevron, Michel Chevron, qui est un de ses auteurs des tout débuts, qui l'a suivi jusqu'au bout, chez Après la Lune, il l'a publié aussi chez Après la Lune, comme moi, voilà. Donc après, on est devenus amis, et puis il est revenu d'année en année à Granville chercher son béret, parce que la première soirée à Granville, il y avait du vent, le festival c'était toujours le dernier week-end de janvier, on s'était dit il faut qu'ils aient froid, il faut qu'ils en bavent, et les Parisiens, là on va leur faire baver un petit peu, et ça se terminait à la rafale, à pas d'heure. Il a perdu son béret, donc tous les ans il disait je viens rechercher mon béret, il a même écrit une nouvelle, je ne sais plus en quelle année, je te l'ai envoyé, qui s'appelle Le Retour du béret. Voilà. Le béret n'est jamais revenu, et pour la petite histoire, je lui en ai offert un 4 mois avant son décès, quand j'ai su qu'il était malade. Voilà. Et est-ce toi qui es allé vers lui pour être publié, ou est-ce que c'est lui qui t'a proposé? Alors, donc là, moi j'en étais à la Blanche, et puis j'avais trouvé quand même que c'était très sympa, et puis tout ce que ces gens-là écrivaient, ça me plaisait bien, j'en avais marre de tourner en rond avec mes nouvelles, hein. Et donc je me suis essayée au polar, j'ai écrit Zoé s'en va au ciel, et en 95, avant qu'ils repartent en train, je l'ai donné à JB. Je lui ai dit, je me suis lancée, j'ai dit, mon Dieu, pourvu qu'il trouve ça bien. Et une semaine après, Jean-Jacques Rebaud m'a appelé en me disant, Sylvie, JB m'a transmis ton polar, je le prends. Et il a eu la délicatesse en plus de m'envoyer le petit mot que JB lui avait mis en lui disant je crois que c'est pas mal, il faut que tu le prennes, un truc comme ça. Je l'ai toujours. Voilà, donc c'est parti de là, c'est Zoé s'en va au ciel qui est ici. Et alors ça devait sortir chez Canaille. Et 6 mois plus tard, il me téléphone en me disant je vais reprendre une collection de polars chez Baleine, parce que JB venait de lancer les poulpes chez Baleine avec Antoine Lucas-Verso, je crois. Et voilà, bonjour Antoine. Et donc, c'est paru chez Baleine, dans la collection Cannes et Revolver, qui a été repris après par Le Seuil. Voilà, c'est ma rencontre avec Jean-Jacques. Et toi, Sylvie? Ah, bon. À peu dans quelle année, quelques années 97. Après, 97. En 97, c'est-à-dire que je suis obligée d'en venir en arrière, j'avais publié, il y a 10 ans auparavant, j'étais dans la littérature blanche, et j'avais publié un livre chez Belfond. Et puis j'ai pu écrire. Et donc, en 97, j'ai écrit un roman qui s'appelait, à l'époque, c'était un manuscrit, Reno Nevada, et des gens autour de moi m'ont dit, c'est un roman noir. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et roman noir. Alors j'ai cherché dans ma série noire, et on parlait beaucoup de baleines à cause du poulpe, et ça flambait. C'était en plein mois d'août. Qui a l'idée d'aller téléphoner à une maison d'édition en plein mois d'août? J'ai téléphoné chez Baleine, parce que je me suis dit, la série noire, oh là là, Gallimard, j'aurai personne, c'est trop compliqué. Je vais appeler chez Baleine en plein mois d'août. J'appelle et je tombe sur un homme. Je ne savais pas qu'il s'appelait Jean-Jacques Rebaud. La standardiste était aux toilettes. Donc Jean-Jacques Rebaud, il m'a dit après, m'a dit ah bah oui, mais j'ai fait la standardiste parce qu'elle est aux toilettes. Et donc je lui raconte un peu des mensonges quand même. Je lui dis que j'avais été publiée chez Belfond, mais je ne lui ai pas dit 10 ans auparavant, évidemment. Je me suis fait mousser.
Et je lui dis, voilà, il paraît que j'ai écrit un roman qui serait noir. Est-ce que vous voulez le lire? Il était charmant. Il m'a dit, bien sûr, tout de suite. Envoyez-le-moi. Alors j'ai fait mon petit paquet, j'ai envoyé et j'ai dit, j'aurai pas de nouvelles. Et à peine une semaine après, j'ai reçu un petit carton. Et il met chère Sylvie, gna gna, comme si j'étais sa copine. Et il dit, j'ai lu votre livre, il est formidable, je le prends. Mais je ne peux pas vous téléphoner tout de suite, dans une semaine. Mon chat est mort. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est son chat était mort, hein, c'est possible. Il me met ça. Et alors moi, dans ma tête de paranoïaque, j'ai dit, bon, le gars il m'envoie ça, mais j'aurai jamais de contrat, je ne serai jamais publié. Eh ben non. Une semaine après, ponctuel, il m'a téléphoné et il m'a dit, je vais vous faire un contrat, je vous l'envoie et je vais vous publier. L'embêtant, c'est qu'il m'a dit, c'est bousculer les parutions chez Baleine, donc chez Canaille Revolver, sa collection, Renon et Madame. Et il me dit, il y a plein de monde, plein de livres qui doivent sortir, donc l'embêtant, c'est qu'on va vous sortir en 98, dans un an. J'ai dit, bon, bah alors elle a le temps de mourir, la maison, et moi, je ne serai pas publiée. Mais non. Et alors, il était délicat, Jean-Jacques. Parce que, bon, mon livre est sorti en juillet 98. Et là, il m'envoie un mot, encore sur son petit carton. Je sais que vous êtes une personne très sensible. Je l'ai senti, parce que j'étais quand même allée le voir. Et j'habitais Marseille à l'époque. Je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais il y a quelques difficultés chez Baleine. On ne sait pas trop. Peut-être que ça va couler, mais peut-être que pas. Mais enfin, votre livre va quand même sortir, mais c'est pas le bon moment quand même. Hein. Et donc, effectivement, c'est à peu près pareil, mon livre est sorti en juillet 98. Jean-Jacques était très fort. Hein. Il s'est débrouillé pour que j'ai un papier dans le Monde. Alors là, j'avais au moins le Goncourt. Hein. Sauf qu'il m'a dit, il y a encore un petit problème. Vous l'aurez pas tout de suite, l'article. Vous l'aurez en novembre. Hein. Alors le livre, il sera plus dans les librairies. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, ça sera la gloire quand même. Bon, mais ça a continué comme ça, quand même. Après, ils ont été rachetés par le Seuil, mais bien après. Puis après, j'ai rencontré Jean-Jacques qui m'a envoyé sur différents salons. Et c'était un éditeur, qui savait bien lire. Et puis en plus, c'était un homme. Ouais. Bon, ça, on va y revenir, mais du coup, et toi alors moi, c'était un tout petit peu après, mais pas beaucoup, c'était en 98, où j'avais écrit mon premier bouquin qui était effectivement un polar. Et on m'avait dit, comme c'était un polar loufoque, qu'il fallait l'envoyer chez Baleine. Moi, j'y connaissais rien, j'ai envoyé chez Baleine, et le premier contact avec Jean-Jacques, c'est une lettre que j'ai pas lue. En fait, le truc, c'est que lui, il m'a répondu, mais en fait, il m'a répondu au verso d'une lettre de refus. Donc moi je reçois une lettre de refus, j'ai une lettre de refus. Donc j'ai mis ça dans un coin et j'ai oublié, puis c'est un copain qui me dit mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble une lettre de refus d'éditeur si jamais un jour, bon je la lui ressors. Et là, il la lit, j'étais de l'autre côté et je vois qu'il y a des trucs marqués à la main de l'autre côté. Alors je me dis tiens, je lis, puis il me dit oui alors apparemment vous voyez, il y a eu 2 notes de lecture, les notes 6 jointes machin, apparemment c'est pas mal et c'est mon genre, mais retravaillez-le dans le sens des notes de lecture et après renvoyez-le moi. Donc je vois qu'il l'avait pas lu, je me dis bah de toute façon ça va rien donner, je laisse ça dans un coin et j'oublie, enfin je me dis ça marchera jamais. Et puis un jour je vais dans une bibliothèque, je me dis quand même cette collection Canaille Revolver, j'ai jamais entendu, je vais voir ce que c'est, blablabla, j'en emprunte un, je le lis, je me dis mais s'il aime ça, il aime mon bouquin, il y a pas de doute, c'est tellement dans la même lignée d'humour, de trucs loufoques, machin, de polar, je me dis c'est évident que s'il a aimé ça, il aimera l'autre. Et donc du coup, boum, je me dis il faut le renvoyer. Sauf que bon, la note de lecture, une des notes de lecture disait oui, alors dans telle scène, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas tout à ce moment-là, comme dans les Agatha Christie? Et moi j'ai fait exprès une scène où on apprend tout, où l'héroïne va se mettre dans la gueule du loup pour dénouer le truc, il y a tellement la trouille qu'elle fait absolument rien, il ne se passe rien dans cette scène. Et j'avais aucune envie de changer cette scène, moi ça me faisait beaucoup rire de faire la grosse scène où on attend dans tous les polars que tout se règle, et il ne se passe rien. Et donc du coup je voulais pas changer. Alors je me suis dit bon, je change pas, je suis obéissante, je suis pas obéissante, puis je dis oh. Il l'a pas lu, il verra pas la différence, il est certainement pas à garder mémoire de ce qu'on dit ses lecteurs, je lui renvoie le même. Donc je renvoie le même bouquin, cette fois-ci il le lit et cette fois-ci il m'invite. Et donc du coup, il me dit bah je le prends, par contre oui Baleine en ce moment, blablabla, est-ce que tu veux pas attendre que ça passe au Seuil, que ça reçoit Seuil pour avoir un contrat Seuil et publier Seuil? Je dis bon ok. Et donc j'ai été publié un tout petit peu après, juste dans les premiers Seuils en fait. Rappelle-moi le titre là. Ah oui, c'était Les frigos ont horreur du vide.
Parce que bon, il y avait un petit corps qui se baladait encore détaché, notamment dans un frigo. Raconte pas ton livre. De toute façon, on le trouve plus depuis tellement longtemps que... Question spoil. Et oui, pour le coup du Monde, il m'appelle... moi, c'est Le Monde, effectivement, le jour de la sortie, il m'appelle en disant « Ça y est, ton livre... Enfin, regarde, achète Le Monde ». Effectivement, dans le jour de la sortie du livre, il y a aussi l'article du Monde super sympa qui était le même jour, en disant... Enfin... Et justement, par rapport à l'intervention de Jean-Jacques, par rapport à vos manuscrits, est-ce qu'il était plus il était interventionniste ou pas? Est-ce qu'il respectait vos textes ou est-ce qu'il vous faisait retravailler? Là, j'ai une réponse très simple pour le mien. Il y a un mot qu'il a voulu changer. Un seul mot. C'était musée. À un moment, moi, j'avais jamais entendu ce mot-là, se musée dans les bras d'eux. Enfin, j'ai dit, je sais pas quoi, il voulait mettre musée. Je me suis dit, j'ai jamais entendu ce mot-là, il me plaît pas, mais c'est l'éditeur, il demande rien d'autre, je vais quand même pas râler pour un mot. Donc du coup, j'ai changé le mot, et là c'était très drôle, c'est qu'après la publication, c'est Antoine de Carverso qui vient me voir et me dit mais ouais, je sais pas quoi, mais c'est quoi ce mot musée dans votre bouquin là? J'ai jamais entendu ce mot-là. Et je me suis dit bon. Et donc voilà, donc j'ai appris un mot à cette occasion-là, et c'était le mot des deux éditeurs en fait. Un met-le, l'autre, qu'est-ce qu'il fait là? Mais j'ai trouvé ça drôle. Interventionniste ou pas alors? Alors, moi, pour Reno Nevada, on peut dire que c'est le seul livre qui n'a pas bougé d'une ligne et il n'a pas changé le titre. Parce qu'après tous mes autres livres qui ont été réédités chez lui, dont Après la Lune, on s'est disputé à peu près pendant... on se brouillait carrément, je ne te parle plus, parce qu'il voulait me changer les titres. Aucun des titres qui ont été publiés après la Lune, chez Après la Lune, sont de moi. Pour les textes, non. À part des petits détails, il ne disait rien. Oui, il n'embêtait pas. Moi non plus, hein. Oui, les fautes d'orthographe ou les fautes de syntaxe, Oui, voilà. ça, il était Il bien. n'était pas très interventionniste. Moi, c'est Non, pareil, pas j'ai eu un problème de grand-chose. titre. Le premier, notamment, Zoé s'en va au ciel, c'est un titre de Jean-Jacques. Il n'aimait pas mon titre, je me rappelle plus ce que c'était. Corps mort, je me suis battue, longtemps. Parce qu'il me disait, personne ne sait ce que c'est qu'un corps mort. Il n'y a qu'à Grandville, on sait ce que c'est qu'un corps mort. Et je me suis battue parce que c'était une histoire qui était ancrée, c'est le cas de le dire, dans un port, et que les corps morts, c'est... pour moi, il y avait aussi l'image du secret, du truc qui est sous l'eau. Vous savez ce que c'est qu'un corps mort? Non. Non. Ah, il y a des gens qui savent pas. C'est un peu... Faut lire le... Donc, dans un port, il y a des bouées que vous voyez à la surface de l'eau. Les bateaux sont accrochés à la bouée. Mais la bouée, elle ne flotte pas comme ça au gré du vent. Elle est reliée à un corps mort, c'est-à-dire à un poids qui est sous l'eau, qui est un bloc de béton. Et il y a une corde qui relie la bouée au bloc de béton. Donc pour moi, corps mort, il y avait une double signification, évidemment. Et donc je me suis battue jusqu'au bout et j'ai dit à Jean-Jacques, j'ai une solution, ça va être la photo de couverture. Voilà. Et donc j'ai la copine avec qui j'avais monté les Visiteurs du Noir, qui était journaliste à Ouest France, à Grandville, a fait cette photo de corps mort qui est sur la couverture du numéro 1 de la collection noire de Après la Lune, des Lunes blafards. Voilà. Et ça permettait d'expliquer aux gens ce qu'était un corps mort. Mais bon. Moi, je croyais que Et c'était toi, le- Carrie, Tu croyais que c'était du interventionniste ou Non, pas? il y a une Non, réunion, il non n'était pas... Enfin, limite pas assez. Enfin, pour un jeune auteur, pas assez. Ah, c'est Enfin, pour ouais. toi, ouais. Effectivement, bon, on oublie les corrections, machin, tout, mais moi j'avais besoin d'un retour d'éditeur pour améliorer le truc et il était... non, c'est super. Oui, il n'était pas interventionniste. Non. Et des fois, c'est bien qu'on t'améliore ton truc. Enfin, moi, j'aime ça. Du coup, vous sentiez qu'il était plus en fait directeur de collection qu'éditeur vraiment par rapport à ce qu'on a Bah, connu. je vois après, pas la différence. Non, Il mais aussi- paraît qu'on a une quand même. non, mais en fait, il y a aussi il y a un truc, c'est qu'il y a peu d'éditeurs qui travaillent sur le texte. Il y a aussi le fait C'est qu'il était, quand même hallucinant. il était Bah, auteur Voilà, lui-même. alors j'allais Dans dire, le le temps, fait oui, qu'il soit auteur il Il lui-même. était auteur lui-même et je pense que ça Voilà. lui posait un problème d'intervenir Voilà. sur les textes Je pense d'un que Non, autre. je crois qu'il se sentait aussi la Sinon, il aurait tout sensibilité de réécrit. l'auteur. Ouais. Il n'aimait pas blesser les gens, il avançait à pas mesurer. Hein. Oui, mais Il l'éditeur, avait c'est pas dû- ça. Il n'est pas là, l'éditeur, il n'est pas là pour flatter l'ego, Bah oui, je sais bien, la mais stupidité d'un... c'était Jean-Jacques. Il aimait pas beaucoup Je pense qu'on que- lui dise ce qu'il devait faire, donc il faisait pas aux autres ce qu'il aimait Ouais, faire. de toute façon, lui, on Mais je pense que pouvait ça, rien dire. il réfléchissait vachement en auteur, Oui. Oui, plus c'est qu'en ça. éditeur. Oui, Voilà, c'est ça. Oui, Voilà, voilà. c'est ça. Vous oubliez le cas Moulard, c'était différent dans Moulard. Oui, mais j'ai pas fait. Moi, j'ai pas Ouais. participé à cette En expérience. fait, moi, quand il m'a rencontré, il m'avait donné rendez-vous. Donc après, quand il m'a dit je prends ton bouquin, il m'avait donné rendez-vous au salon du livre. Je l'ai rencontré là. Il m'a dit ah c'est dommage, j'ai lancé une collection, hein, Moulard, il y a 28 tomes, il y a 28 épisodes. Pourtant, ça irait vachement bien ton style là-dedans. Mais j'ai déjà mes 28 auteurs. Bon, ok.
Puis après, il me dit, oh, finalement, j'en ai un qui a sauté, est-ce que tu veux pas faire le numéro 27 ou quelque chose comme ça? Je dis oui. Je me suis dit, je vais l'écrire très vite, on sait jamais, c'est un autre truc. Et donc, je suis passée de 27, 20, et je me suis retrouvée finalement à être, je crois, le 7 ou 8e ou 5e, je sais, non, peut-être 5. Enfin, en tout cas, je me dis, en 3 mois, je vais écrire son bouquin, sa commande en me disant, on sait jamais, soyons sur les rangs, et en fait, je me suis retrouvée numéro 5. Sauf que, en fait, il s'est passé qu'au moment où c'était les. Comment ça s'appelait cette édition? L'Aube. Oui, les éditions de l'Aube. Juste au moment où il était en train de commencer ses moulards, pim, l'Aube reçoit le Goncourt ou je sais plus quoi. Non, le prix Nobel. Le prix Nobel de littérature. Donc là, l'argent. Donc, se pervertir avec des espèces de polars loufoques bizarroïdes, c'était plutôt leur truc, donc ils ont coulé la collection. Et donc j'ai eu la chance d'être encore le dernier qui sort. Enfin, en gros, le mien est sorti le jour où c'était coulé, donc c'est parti de sortie pilon. Mais au moins sorti. C'était sortie pilon direct, mais au moins c'était sorti. Et ça, c'était vraiment dommage. Et là, je voulais répondre sur Moulard parce que là, il intervenait par contre. On avait chacun 15 jours le personnage et il nous écrivait une partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait un bout qui était la blague que racontait un personnage, enfin, une blague dont on n'avait jamais la fin, on devait avoir la fin au 28e tome qui n'est jamais sorti. Et donc là, c'est lui qui nous l'avait écrit. C'est-à-dire qu'en fait, il avait inséré plusieurs pages que lui avait écrites à l'intérieur du bouquin. Il y avait une Bible en fait, Moulard. Il avait fait une Bible Moulard avec tout un bref, et il avait déjà en effet prévu des tas d'auteurs. Et puis, en fait, je pense que l'Aube au départ avait dit OK pour la publication de tout ça. L'édition de l'Aube avec. Oui, ils se sont retirés par mais la ils se sont suite. retirés par la suite. Parce qu'en fait, à un moment donné, et ça je trouve ça un peu bizarre, d'ailleurs Jean-Jacques s'est exprimé à ce propos sur une lettre que vous retrouverez à l'occasion dans les dossiers de presse qu'on vous propose. C'est que après ils se sont un peu rétractés en disant mais nous on voyait pas ça comme ça, nous on voyait c'est un peu une aventure un peu rocambolesque qui n'est pas tout à fait polar en fait. Et après ils ont pris ce prétexte pour dire bah nous on continue pas, voilà. Alors que Jean-Jacques il me semble avait été très clair pour dire qu'il avait envie de faire revivre un peu un côté feuilletonex, un peu feuilleton, des œuvres feuilletonnesques un peu comme au 19e quoi. C'était un petit peu ça quoi. Et c'est vrai que je trouve que là c'était Jean Viard qui était à l'époque Audition de l'Aube, bon, je sais que ça n'a pas été très clair, quoi, cette histoire. Alors après, il y a beaucoup d'auteurs qui ont été forcément déçus parce que beaucoup avaient commencé à écrire des moulards et malheureusement, ça s'est arrêté, quoi. Alors, il a été très interventionniste sur Moulard, parce qu'il y avait une Bible et tout, mais donc peu... Oui, ça, c'était pas du tout la même chose. Voilà, et c'est pareil pour Canaille, Canard Revolver, ou pour Après la Lune. Pour Après la Lune, à part les titres, vous avez le même sentiment pour Après la Moi, Lune, par les c'était titres, pareil? il n'a pas tellement. Non, moi non plus. Il n'y avait pas. Oui. Je pense que le fait qu'il soit auteur vous laissait une grande latitude, quoi. Et est-ce qu'il était aussi présent avant qu'après la sortie du livre? Il faisait beaucoup de fêtes quand même, on était invités à plein de trucs. Il avait Après, vraiment une vente, il avait Pour la vraiment une promo, vente. tout ça et tout. Oui, Donc, oui, il était présent comme après. souvent ça coulait ces collections quand même. Il était pas trop, il était là quoi, mais une collection quoi. Enfin, donc c'est pas ça que souvent on faisait des fêtes. Si, moi, il Mais m'a au niveau envoyé com, mais tout bon. ça et tout, vous avez senti vrai Privé, que vous ouais. étiez- Ouais, mais est-ce que vous vous sentiez quand même soutenu par lui après, une fois que vous aviez publié votre livre? Parce qu'il Énormément, Et était- bah, limite, il était encore plus en colère que toi quoi. Oui. Tu vois. Oui, et puis alors il faut pas oublier que c'était l'époque de Baleine et du poulpe. Et le poulpe nous propulsait un peu partout parce qu'on était des auteurs aussi de la collection du poulpe. Généralement, quand on avait un pied chez Baleine, Jean-Bernard Puy nous proposait de faire un poulpe. Donc moi, j'étais invitée dans des tas de salons de polar pour mon poulpe qui a suivi Zoé s'en va au ciel, beaucoup plus que pour mon premier polar. Et à l'époque, les salons de polar, c'était peut-être moins énorme qu'aujourd'hui. Il y en avait quelques-uns et on retrouvait un petit peu toujours la même caravane d'auteurs. C'était assez convivial, assez... Mais c'est pour ça que le poulpe, enfin Ouais. baleine, le canal. C'est là qu'on vendait nos livres, on les vendait pas en librairie. Oui, puis Ça, c'est c'est ça, sûr. ça faisait sortir plein de Ouais. gens qui avaient pas édité ou que c'était les premiers. Enfin, Voilà. et du coup, on était tous au même niveau, ce qui était bien, parce qu'il n'y avait pas de star system ou je sais pas quoi. Et ça a permis à plein d'auteurs, garçons et filles, de se connaître, de faire la fête. À part qu'il y a des histoires de sexe aussi, moi j'ai pas tout vu. Mais, Pourtant, tu n'étais pas dans les premiers à te coucher. ah non, pourtant Alors c'est vrai qu'à chaque fois que Jean-Jacques a monté une maison d'édition, le point de départ, ça a toujours été le fait qu'il n'arrivait pas à placer un manuscrit. Ses propres Ça a livres. été ses propres livres, hein. Ça a toujours été le point de départ pour Jean-Jacques, de monter une maison d'édition pour ses propres livres. À l'époque où moi je l'ai rencontré, c'était la période dorée de Jean-Jacques, où il était auteur. Il a beaucoup été auteur dans les années 2000, au début des années de 99-2000. Il a fait son livre C'est à cause des poules, qui est une sorte d'autobiographie, qui a obtenu un prix de la Mayenne. C'était un petit peu, il me disait, c'est un peu ma période dorée où j'écris, ça se passe bien, voilà. Et puis, il a écrit plusieurs livres, et
il a écrit Pourquoi j'ai tué Laetitia Remington. À l'origine, vous savez que c'était pas Laetitia Remington, c'était Laetitia Casta. La colère qu'il a piquée. Voilà, parce qu'on lui a refusé. On a écrit à Laetitia Casta qui a refusé que son nom soit utilisé, évidemment. Elle était trop stylée dans le livre, donc voilà. Et puis après, il y avait un deuxième livre qui devait suivre, c'était Van Gogh, ma femme et moi, qui devait être édité au Masque, et le Masque l'a refusé. Donc après, c'est dit, ils m'ont refusé, donc j'ai dit, je vais remonter une maison d'édition, hop, je vais remonter Après la Lune. Et je crois qu'après, il s'est dit qu'avec Après la Lune, il pourrait faire appel aux auteurs, qui avaient été ces auteurs. Et voilà. Donc à quel moment il vous a sollicité tous, en tant qu'éditeur d'Après la Lune, pour un nouveau manuscrit? Pour la maîtresse en maillot de bain. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Non, moi, il m'a sollicité au moment de monter sa maison d'édition. Il est venu chez nous à Granville. Ça devait être un festival des visiteurs du Noir, j'imagine, parce qu'il logeait chez nous chaque année. Et là, il m'a sollicité en tant que soutien financier. Il cherchait des soutiens financiers pour monter sa maison d'édition. Voilà. Et on a été peut-être, je sais pas, je dirais une dizaine, je sais pas, Francine saurait. 28 associés. 28 associés, parce que ça s'est passé chez Francine, la la réunion. Et on a tous mis au pot parce qu'on trouvait que l'idée était belle et puis c'était notre premier éditeur. Et c'est comme ça qu'Après la Lune, c'est monté. Et pour ton manuscrit, est-ce que tu t'a sollicité? Alors moi, Corps-Mort, à l'époque, était déjà en lecture à la Série Noire. Et j'avais de bon espoir qu'il soit pris. Il avait passé les premières sélections de comité du premier lecteur. Et puis j'ai eu un coup de fil un matin me disant bah non, Patrick Rénal l'a refusé. Donc on en a reparlé par la suite, mais j'ai pris un coup évidemment dans ces cas-là parce que on a toujours l'espoir. Et puis à l'époque, la Série Noire c'était assez ouvert, il y avait pas mal de jeunes auteurs, il y avait Misio, il y avait Olivier Thiebaud, c'était des gens qui avaient publié leur premier polar à la Série Noire. Et donc, je me suis évidemment, je suis tombée en larmes dans les bras de Jean-Jacques. J'ai dit, ils veulent pas me prendre comme moi. Il m'a dit, mais moi, je vais te le prendre. Voilà, et c'était le numéro 1 de. Voilà, c'est parti de là. Voilà. Et toi, Karine, pour Après la Nuit? Moi, c'était la petite collection La maîtresse en maillot de bain. En fait, c'était un peu des souvenirs d'enfance, des petits textes en fait de 50 pages. Et comme c'était pas obligé que ce soit un polar, en fait, c'était plutôt de la blanche entre guillemets. Donc moi je trouvais que c'était vraiment l'occasion d'écrire un texte qui n'était pas du polar quoi. Et je l'ai écrit quasiment d'une traite en fait quoi. Et je me suis trop marré à l'écrire. L'âge de pierre. L'âge de pierre, ouais. Et Jean-Jacques l'a trouvé super, mais ça c'était Jean-Jacques en fait quoi. Il dit, ah mais c'était génial, c'est génial. Donc c'était toujours facile avec Jean-Jacques. Toi aussi, maîtresse en maillot de bain? Non, c'est pas comme ça. Non, Moi, en 2006, quand il a monté Après la Lune, j'avais un manuscrit qui était entre-temps, j'avais republié encore, je me balade tout le temps entre les deux, Sale type chez Baleine qui était au Seuil, et c'est Antoine de Carverzo qui m'avait pris dans une collection qui n'a pas duré non plus, qui était une collection blanche qui s'appelait Ultime. Et après, j'avais fait un polar qui s'appelle Le Dernier Combat. J'avais aussi fait un autre bouquin qui était de la littérature blanche qui s'appelle Manuel de subversion amoureuse. Et Jean-Jacques me dit, tu connais pas, je monte une petite collection d'enfance. La maîtresse en maillot de bain. Voilà. Il me dit, est-ce que tu connais un psychanalyste qui voudrait écrire là-dessus? Je lui dis, t'es malade, un psychanalyste va pas écrire l'enfance de Freud, t'auras du mal. Non, je connais pas, mais par contre, il y a moi. Il me dit, mais tu connais rien? J'ai dit, non, je connais très bien l'œuvre de Freud. Pas sa bibliographie, mais je peux m'y mettre. Il me dit, non, c'est pas possible. Il me raccroche au nez. Et à peu près 15 jours après, il me dit, bon, écoute, je te fais 3 contrats. Dernier Combat, le manuel de subversion amoureuse, parce qu'il montait une collection qu'il appelait tous les possibles. Et pour la mettre, tu me fais une maîtresse en maillot de bain, Freud. J'ai dit ok. Le problème c'est qu'après j'ai dit flûte, c'est compliqué quand même la vie de Freud. Et donc je me suis plongée, mais alors, dans une documentation. J'ai lu des tonnes de livres sur Freud. Il y avait des hypothèses farfelues qui n'étaient pas
corroboré par plusieurs, donc j'ai laissé tomber, qui n'étaient pas des hypothèses qui ne me plaisaient pas vraiment. Mais tous les trucs que j'ai mis, j'ai fait parler Freud enfant, quand il avait 6 ans, qu'il était à Vienne, ou 7 ans. Mais je lui ai fait parler de sa petite enfance. C'est très érudit, mais très marrant en fait. Et ça, est-ce que Jean-Jacques te l'avait demandé de cette façon? Là, il me l'a commandé, il m'a même donné un avaloir. J'étais très contente. 3 contrats, il m'a fait signer pour que je fasse la maîtresse en bain. Un petit peu internationaliste quand même sur ton Freud. Ah, là, il y a eu une histoire pas possible. Ça m'a semblé. Parce qu'après que j'ai envoyé le manuscrit, il me dit que c'est génial, c'est formidable et tout. Moi, j'étais très contente. Je m'étais levée à 5h du matin pour écrire là-dessus. Il me dit, bon, on va faire un livre, on va faire un manuscrit apocryphe de Freud. Donc, c'est Freud qui signe. On a trouvé un manuscrit dans un coffre. Je lui dis, ça va pas, non? Je lui dis, si on tentait qu'on trouvait un manuscrit apocryphe de Freud dans un coffre, je me demande bien où, mais ça pourrait arriver, tout peut arriver. Mais enfin, il serait publié chez Gallimard, pas chez Après la Lune. Tu vas te massacrer, on va se foutre de toi. Et puis je lui dis, tu m'excuses, mais je ne publie pas beaucoup. Tu m'as fait un contrat, t'as pas mis ça, t'as mis Sylvie Cohen, quoi. Et maintenant tu me dis, non, ça va être Freud qui va signer. Et puis en plus, il est mort, non mais enfin. Et alors là, on se dispute à mort. Et là, moi, je tremblais, je me disais, mon Dieu, il m'a fait des contrats, mais il ne va pas publier le reste. Hein. Et on s'est dit, mon fils a pris son téléphone pour essayer de tasser l'affaire. Vous savez, elle vous aime beaucoup, gna gna gna. Bon, finalement, Jean-Jacques me rappelle, il me dit, bon, ben voilà, d'ailleurs, c'est comme ça, j'ai cédé. On va pas faire le manuscrit apocryphe, puisque tu veux pas. Puis j'ai peur d'avoir un procès. Je lui dis, il me dit, je prends tout. Je t'envoie une lettre, je prends tout. Puis ça sera formidable d'avoir un procès. Il adorait faire des coups. On aura plein de livres qui vont se vendre. Je lui dis, mais non, tu seras ridicule. Il m'a fait mettre La maîtresse en maillot de bain, Mon petit secret, il m'a encore engueulé, il ne voulait pas de mon titre. Et on ne mettait pas mon nom sur la couverture, c'était très sympa, mais on le voyait derrière. Il a fait une préface où il expliquait des tas de trucs sur moi et Freud et je sais pas quoi. Et c'est vrai, je suis allée à Vienne. Hein. Je suis allée à Vienne, je suis allée voir le divan de Freud et j'ai regardé tout ça. Je ne suis pas allée à Londres où il a fini sa vie. Et ça, il le raconte dans la préface. Parce qu'il voulait mettre quand même son grain de sel. Hein. Cette affaire lui plaisait. Ah, la maîtresse en maillot de bain, ça lui tenait très à cœur. Cette collection. Et c'était une très belle collection, mais il l'a regretté après, parce qu'il était têtu comme garçon. Alors on lui disait un truc, mais après, le format était trop petit pour les libraires, il ne savait pas où le C'est mettre. ça qui n'a pas marché, c'est le format. Oui, c'est le format. Ouais, c'est Parce faut le que, mettre. et le type aussi, il savait pas s'il fallait mettre. Il y en a qui mettaient en polar, il y en a qui mettaient en blanche, il y en a qui mettaient en jeunesse. Et en jeunesse. Et as-tu été sollicitée? Alors oui, il m'avait demandé un maîtresse en maillot de bain. Alors au début je me dis j'ai rien à raconter, puis après je me suis dit si j'ai rien à raconter, mais puis donc je l'ai écrit, il m'a fait un contrat, il m'a envoyé le contrat, et puis après il y a Francine que je lui avais présenté, qui lui a dit non c'est pas terrible, donc du coup il l'a pas pris, et après... moi c'est la version aussi que j'ai. Hein. et puis en fait après ça lui restait dans la tête, parce que sur le moment il l'avait bien aimé, et puis tout ça, donc ça lui restait dans la tête, donc moi j'ai mon contrat, mais je dis bon il veut pas le mettre, on le laisse, puis j'avais beaucoup fait au 2e degré, et effectivement j'étais quand même très 2e degré, et ça n'était pas forcément très compréhensible, on voyait pas forcément que c'était en réalité, et donc je l'ai réécrit après, il me l'a repris après dans un après la lune un peu flou, et c'est ressorti sous un autre nom, et c'était un recueil de nouvelles. Donc tu as mis une nouvelle en plus, non? Donc il y en a plusieurs, oui, il y a plusieurs nouvelles, dont celle-ci cachée parmi les autres. Donc, En fait, c'était la fin. alors ça devait au départ s'appeler Maman la mort, et finalement ça s'est appelé, je sais même plus comment, c'est grave. Éteignez la lumière. Oui, Éteignez la lumière et autres nouvelles. Éteignez la nouvelle et autres nouvelles, il devait y avoir une quinzaine de nouvelles, quelque chose comme ça. Et donc il a été publié en après la lune sous un format un peu différent avec Kirol 24. C'était... Et toi, tu as fait aussi un ouvrage après la lune, un peu en duo avec Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques qui était avec Sophie Couronne. Ah mais c'est pas au la maîtresse départ. en maillot de bain, c'était... Non, c'est pas le maîtresse en maillot de bain. Non, c'est dans notre collection. c'était un autre. Oui, c'est ça, pour ça. C'était une autre Après la lune, collection, une ça. collection. Oui, non, mais je parle Oui, parce des... qu'il aimait bien faire des tas de Voilà. collections. Hein. Non, justement, je parle à quel moment tu as été sollicité après la lune pour ça. Voilà. En fait, parmi les multiples idées que Jean-Jacques, donc souvent ça finissait mal, hein, et là il y a un truc, en France les gens n'aiment pas trop les nouvelles, enfin ça se vend pas, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas, enfin ça se vend pas,
Et souvent, les trucs à 4 mains, ça marche pas trop. En fait, les gens aiment bien en France, on aime bien identifier les trucs et ça. Donc Jean-Jacques, évidemment, a eu l'idée inverse. Donc un auteur connu, entre guillemets, invite quelqu'un d'inconnu pour voilà, faire la promotion de l'autre, en fait, un petit peu. Quoi. Et donc j'avais une copine à l'époque qui était spéciale, on va dire, quoi, et qui n'était pas publiée, etc. Du coup, pour lui faire plaisir à la copine, et à Jean-Jacques aussi, j'ai dit, bon, ça risque de pas marcher terrible, hein, en fait, quoi. Et de fait, ça n'a pas duré. Hein, Oui, il m'avait proposé aussi, mais en fait, finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est même pas duré, je crois que ça s'est pas fait. Oui, mais parce qu'il Si, il est sorti quand même. Ah, c'est sorti, Ouais, ouais, c'est ah, ok, tu vois. Mais il n'a pas eu beaucoup. Alors, je sais pas, je sais pas trop combien il y a eu de bouquins publiés dans cette collection, mais pas beaucoup. Hein. Oui, il y en a eu 5. De celui-là, oui. En tout, 5, 6. Non, je parle des collections annexes. Ah oui. Ah oui. Oui, mais les rencontres. Non, mais Oui, dans cette. Oui, rencontre, il y en Non, il y en a eu a qu'un. Il y en a eu qu'un. Il y en a eu qu'un. Ah bon. Ah c'est une collection de ça. Avec le collector. Mais il y avait une autre, c'est pas Cain qui publiait à l'époque des duos comme ça, des duos d'auteurs, un connu et un moins connu. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça, c'est des choses que pouvoir demander à François Brault. C'était François Brault qui avait Mais il y a quand même une philosophie derrière tout ça, et qu'a repris Baleine, etc. C'était de publier des gens qui n'avaient pas publié ou qui étaient passés à travers les comités de lecture de Gallimard ou autres. Donc c'était lui, il se remettait aussi dans la peau de tous les autres en fait. Quoi. Et Baleine, c'est un peu ce qui les a tués aussi, quoi. Le poulpe, c'est que autant les premiers c'était fait par des professionnels, entre guillemets, et quand vous lisez les numéros 150 ou 153, et cette histoire est vraie parce que c'est des JB, à un moment il voit quelqu'un qui lit un poulpe dans le métro, et il lui dit « ça vous dirait pas d'écrire un poulpe ?» Cette personne, je ne sais plus qui c'était, enfin, peut-être c'était le contrôleur en fait, quoi. Et du coup, voilà, le contrôleur faisait un poulpe en fait, parce que JB, c'était, et Jean-Jacques était dans le même esprit, c'est que publier un livre, ça fait rêver plein de gens, en fait, qui écrivent, c'est testamentaire, vous aimez les livres, donc vous voyez l'intérêt de ce genre de truc, et des milliers, des centaines de milliers de gens écrivent et ne sont jamais publiés, et bien là, cette collection, c'était, si, c'est possible, en fait. Sauf que du coup, des fois, le niveau tombait quand même assez bas, et du coup, ils ont réussi à couler Baleine, quand même, en publiant n'importe qui, mais avec sympathie. Ce n'est pas des grands capitalistes, on a bien compris que c'était pas... Par rapport à justement une ligne éditoriale, est-ce que vous diriez que Jean-Jacques était plus un auteur d'œuvres ou un auteur, ou un éditeur d'auteur? Un éditeur d'œuvres ou un éditeur d'auteur? Un éditeur, tu peux dire qu'un éditeur, il a une éditoriale, il a le profil d'un éditeur d'auteur, donc il va éditer des auteurs, comme Guérif faisait, ou d'œuvres, avoir des œuvres, plein d'œuvres comme Rénal, pas forcément suivre des auteurs. Moi je dirais qu'il avait son cheptel d'auteurs. C'est-à-dire qu'en fait on était ses auteurs, ses amis, enfin on était ses auteurs. Donc parce qu'il aimait bien être dans l'affectif. Je ne sais pas s'il a eu des rapports non affectifs avec les gens. Et alors, donc en fait on était intimes, amis. Ou ennemis. Ou ennemis. Quand il avait eu un ami qu'il adorait et puis qui lui faisait soi-disant un coup bas, il était rancunier et c'était fini, c'était la haine totale. Autant il l'avait aimé. Hein. Et donc, c'est quand même un des rares éditeurs qui travaille dans l'affectif. Mais ça pouvait être très drôle parce que je me rappelle qu'il y avait un voisin qui s'entendait pas du tout. À l'époque, il n'y avait pas internet. Et du coup, il avait trouvé comme vengeance contre son voisin qui l'embêtait. Chaque fois qu'il est dans un supermarché chez quelqu'un, il remplissait tous les documents où on disait mettez votre truc pour participer à un jeu concours. Il avait rempli des dizaines, des centaines, des milliers, j'en sais pas combien, de trucs jeu concours au nom et l'adresse de son voisin. Et chaque fois qu'il passait devant la toilette, elle débordait, partout, ça tombait partout. Il recevait des tonnes de courriers. C'était sa façon de se venger. Alors c'est vrai qu'il avait souvent fait une belle relation d'amitié avec ses auteurs. Je ne sais pas s'il a pas eu une relation d'amitié toujours. Hein. Non, il y a des gens avec qui il ne s'entendait pas. Non, c'est pas qu'il ne s'entendait pas, mais c'est qu'il avait une relation normale. Voilà. D'éditeur à auteur. On les a pas vus. Non, mais on ne les connaît pas. Et après, après, il a eu des auteurs avec qui il y a eu un souci comme voilà. Il y a eu des fois des choses qui avaient des clashs. Il y a eu par des la litiges, suite, des voilà, clashs. des litiges ou des clashs. Mais je pense qu'en tant qu'éditeur, il était quand même assez droit et correct quand même avec ça. Moi, il a toujours été droit. Il m'a fait les contrats, il m'a même donné des avaloirs, même quand il n'en avait pas d'argent. Il a été vraiment rubis sur ongle et il m'envoyait tous ses... Quand je gagnais un peu d'argent, il envoyait ses comptes régulièrement. Ouais, pour ça, il était rigolo. Il était rigolo. Puis il nous emmenait toujours à ses fêtes et ses machins dans son sillage, il avait toujours sa petite bande d'auteurs un peu partout. Franchement, c'était drôle, c'est une époque assez marrante. Alors, peut-être
on va demander par bidon public si vous avez des questions à poser aux auteurs. Je pense que Antoine de Carverzo pourra un peu raconter les choses. Oui, mais Jean-Jacques, oui, mais Antoine va revenir le 17 juin pour parler de Jean-Jacques auteur, justement, et puis peut-être un peu éditeur. Mais si tu as quelque chose à rajouter en tant qu'éditeur? Je voulais juste dire à Carrie que, en fait, même les baleines, on a dit que c'était de la merde quand on publiait, on en vendait quand même 40 000. Oui. Donc c'est ça qui nous a fait tomber. C'est pas le poulpe qui. C'est plus baleine. Non, c'est. Ah non, je parlais du poulpe. Hein. Non, mais du poulpe, je parle du poulpe moi aussi parce que. Ah bon, d'accord. Oui, ça se vendait quand même très très bien, le poulpe. Oui, Ouais. ça se vendait très très bien et c'est en fait le diffuseur, l'éditeur. Alors le diffuseur, pour ceux qui ne sont pas dans le métier, c'est celui qui est entre le libraire et l'éditeur. Et si l'éditeur se casse la gueule, c'est le diffuseur qui doit payer le libraire. Donc quand Harmonia Mundi a vu ça, il m'a fait un jour un renvoi, j'avais 3 millions de retours. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit je ferme, parce que c'est ça, je vais passer le reste de ma vie à payer cette chose-là. Et je trouve que c'était très malhonnête de sa part, parce qu'il s'était quand même fait, vous m'excuserez l'expression, c'était quand même fait les couilles en or avec tout ce qu'on avait entendu. Et ça l'a sauvé, parce qu'il n'allait pas bien à l'époque en plus. Voilà. À propos de baleine, on peut quand même citer le fait que Jean-Jacques, c'était le Romain Gary du roman noir. Parce que Il a fait 3. c'est le seul. Il en a fait 3, je croyais qu'il en avait fait que 2. Mais Non, il en a fait on un n'avait pas le troisième. droit de faire 2 poulpes. Et Oui. Jean-Jacques est le seul à avoir fait plus. D'ailleurs, il y a tout un plus panneau de qui explique là-bas dans Oui. l'exposition, Ouais. c'est assez génial. Il y a le courrier de Jean-Jacques, il y a Avec la la réponse fausse- de Jean-Bernard Pouy la fausse boîte aux lettres qui au lui nom de. dit je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous promets, on va vous lire. Oui, c'est Et qui souligne attention, il y a des taupes dans le. Ouais, puis il s'est fait passer pour. Il s'est fait appeler Gabriel le Couvreur. Et, Il a écrit un deuxième voilà. poulpe sous un. Voilà. Non pas sous un pseudo, mais sous le nom Du du héros Du héros du poulpe. Gabriel le Couvreur. Il fallait le faire quand même. Et comme il y avait eu à l'époque le film qui était sorti sur le poulpe, je ne sais pas si tu te souviens Antoine, au Salon du Livre à Paris, on voulait demander à Darroussin de venir et de se faire passer pour Gabriel le Couvreur et de signer les poulpes à la place de Jean-Jacques sur le stand. Et Darroussin a dit, après on a su qu'il serait bien venu, ça leur a fait beaucoup rire, mais il n'était pas disponible. Et, Ouais. quelqu'un a-t-il une question à poser? Donc, moi, je vais rajouter encore quelque chose. C'est Pour rajouter que quelque chose? la flambée de baleine et aussi son décès, ça a été parce qu'un jour, je crois que c'était sur France Culture ou France Inter, France Inter, où il a dit on publiera tout ce qu'on recevra. Alors j'ai dit, tu aurais pu me poser la question. Et quand on est passé au seuil, je leur ai laissé quand même 450 manuscrits que je n'avais pas touchés. Donc c'était quelque chose qui était... enfin, je sais pas, il aurait fallu qu'au lieu de prendre des gens pour m'aider, comme on avait pris, il aurait fallu que je prenne un gestionnaire pour gérer le pognon. Oui, et pas des gens trop libertaires, parce que Jean-Bernard Pouy étant le spécialiste quand même du sabotage. Du sabotage. Et suite à la fin de Baleine, il a remonté une maison. Il a collaboré, donc une maison de collection dont il était, enfin, il était directeur de collection, je ne sais plus. Enfin, si, c'est un mec qui est mort depuis, enfin bon. Toujours est-il que la maison de collection, il l'appelait La Branche. Et je me dis, pourquoi La Branche? Parce qu'il me dit, bah. Donc déjà, il montait une maison pour ceci à La Branche, à partir pour la faire tomber. En fait. Et quand même à. Façon quand même. Et alors je vais passer à une question totalement différente et littéraire. Pour vous, quel est le livre de Jean-Jacques que vous préférez? Moi, j'ai. Post-mortem. Toi, c'est tout lequel et pourquoi? Je vais encore dire un truc qui se dit pas ici. C'est à cause des poules. À cause des poules? Bah, Je trouve que c'est son chef-d'œuvre. Je trouve qu'il n'a pas eu de chance, quoi. Et après, c'est post-mortem. Alors moi c'est un peu pareil parce que c'est à cause des poules, il y a une histoire derrière l'histoire, puisque je crois que c'est le 2e festival des visiteurs du Nord, donc en 95, au petit déjeuner, il prend du temps avec ma fille qui avait 7-8 ans à l'époque, Anne. Il adorait les enfants, Jean-Jacques. Et ils ont parlé pendant une demi-heure de poules. Et il m'a toujours dit que c'était ma fille qui lui avait inspiré cette nouvelle. Voilà. Et le deuxième souvenir de C'est à cause des poules,
c'est qu'il a été joué sur une scène de théâtre à Granville par un jeune comédien qui est toujours comédien, j'ai oublié son nom, Alexandre peut-être Tondeur. revenir. Alexandre Le Tondeur, voilà, qui était un grand ami de mon fils, qui avait 15-16 ans à l'époque, hein, mais qui l'a interprété de manière extraordinaire et tout le monde dans la salle était mort de rire. C'est Et plus il l'a rejoué après. Oui, c'est plus qu'une nouvelle, hein, c'est un roman. Oui, c'est c'est un un roman celui dans qui est- lequel il y a toute une partie autobiographique. Voilà, mais sait pas. à l'origine, avant que ça sorte dans la collection La maîtresse en Non, c'est magasin, sorti c'est sorti en maîtresse en magasin. Il y avait d'abord le C'est à cause des poules et ensuite il y a eu Au bonheur des poules. Au bonheur des poules, voilà. Alors c'est le Au bonheur des poules qui a été joué par Alexandre Le Tondeur sur scène Il y a eu à avant Grandville. une nouvelle. Avant, il y avait encore une nouvelle. Oui, il y a eu Et une c'est nouvelle. alors, c'est cette Oui, première une nouvelle qui nous première avait nouvelle envoyé à Voilà, Grandville. la première Voilà, nouvelle. donc j'ai beaucoup d'affection pour ce texte-là, Pour ce mais j'ai texte-là. adoré Post-Mortem. Post-Mortem Ouais, aussi. ouais. Fondue au noir, en fait, c'était le premier que j'ai lu et j'ai découvert son écriture. Et c'est peut-être aussi parce que les livres aussi, ça dépend où on les lit. Si tu lis devant le lit de mort de ta mère, tu vas pas avoir hyper bien concentré dessus, en fait, quoi. Et moi, ma fille, elle avait, je sais pas, 2 ou 3 mois. En fait, je lui filais un bouquin qu'elle bouffait, elle dévorait les séries noires, réellement. Avec sa petite dent, elle avait peut-être 6 mois. Et du coup, j'avais le temps de lire à côté, quoi. On lisait ensemble, en fait, quoi. Et je me souviens très bien avoir lu Fondue au noir en gardant ma fille, qui était bébé, donc c'était rigolo. C'était un moment de lecture très paisible, malgré le récit. De dévoration. C'était Post-Mortem aussi, mais c'est aussi le premier que j'ai lu. Mais Et puis parce qu'il a été postier, on a oublié de le dire. Oui. Mais moi, quand j'ai connu Jean-Jacques, il était postier à Caen. Ouais. Et ça faisait rêver Et les jeunes auteurs. Post-Mortem. C'est que si un postier il peut écrire des livres, toi aussi. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu connais rien, quand tu es la Cambrousse et que tu connais pas du tout personne dans le milieu des lettres, etc., tu t'imagines vite fait que les auteurs, ils ont tous des chapeaux, et les meufs, ils ont tous des foulards dans le 6e arrondissement, quoi. Donc en gros, c'est pas pour toi. Un postier, tout de suite, ça a une proximité. Il a abandonné d'ailleurs quand même métier pour devenir éditeur, il a abandonné ça. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit qu'il ne pouvait pas continuer. D'abord, il en avait marre de la poste, il ne pouvait pas continuer et monter sa maison d'édition. Donc il était vraiment courageux, quoi. Il avait Il était intrépide même. Et d'ailleurs, il y a Josavit, si vous ne l'avez pas vu, il y a quelque chose de très drôle dans l'exposition. C'est des petites invitations qu'il a faites au moment où il a quitté la poste pour monter sa maison d'édition. Les petits faire-part d'invitation pour le pot, c'est à mourir de rire. Alors, Josavit a découvrir. Bien, mais je pense qu'il... Oui, si on veut se faire si un on veut petit... petite dédicace pour ceux qui souhaitent vendre de livres avant, quand même. Moi, je voulais juste dire un truc et rebondir à une question d'Isabelle de tout à l'heure sur le fait que est-ce que Jean-Jacques défendait ses auteurs. Chacun a eu son expérience avec lui, mais mon expérience vis-à-vis de Jean-Jacques, c'est qu'il défendait ses auteurs bec et ongle. Ah oui, Et vraiment. qu'il était prêt à tout. Quand il signait un auteur, il était toujours persuadé, un texte, il était toujours persuadé que ça allait être un best-seller, et il transmettait cette idée à l'auteur, et ça, c'est pas systématique dans une relation auteur-éditeur. Et voilà, il nous défendait tellement qu'il s'est mis un petit peu, il s'est fâché avec des gens qui n'étaient pas forcément méchants dans le fond. Et voilà, parce qu'il était capable d'écrire une lettre d'insulte de 8 pages à un organisateur de salon, parce qu'il avait refusé d'inviter un de ses auteurs. Voilà, donc... Et il défendait ses auteurs jusqu'au bout et partout. Parce que Nicolas, moi je l'ai connu, Nicolas Jaillet, parce qu'il ne s'est pas présenté, je l'ai connu par Jean-Jacques, qui m'a envoyé un petit bijou que tu as publié dans une toute petite maison d'édition au Havre, qui s'appelait La Maison. La Maison, c'est ça? La Maison. Et il m'a envoyé ça, il m'a dit c'est un de mes auteurs, il faut que tu lises ça, c'est génial. Tu vois? Même les auteurs et c'est pas lui qui t'avait publié ce texte-là. Ouais. Et il a beaucoup aidé Michel Chevron aussi après. Bah oui. Tout le monde, je pense, après la Lune, il continuait de défendre les auteurs, même alors qu'il n'avait aucun intérêt là. Il y a aussi un truc qu'on a oublié, c'est que nous, on entendait partout, on ne peut pas publier des polars sous un nom de femme, on veut lire que des hommes auteurs de polars, et lui, il y avait énormément de femmes dans ses auteurs. Enfin, ce qui est quand même assez exceptionnel. À une époque, surtout, il n'y avait peu de femmes qui... Oui, Quand ça commence. Où elle prenait des noms d'hommes, mais même encore... Comme Fred Vargas. Mais même Rowling. Aujourd'hui, après Harry Potter, elle écrit des polars sous un nom d'homme. Enfin, je veux dire, il y a plein de noms de femmes qui ont des noms, enfin Claude Amos, Fred Vargas, au départ, bon, maintenant on sait, mais au départ... c'est fini. Hein.
Et puis il n'en avait rien à foutre des modes. Oui. Les phénomènes de mode, c'est très important. Et il y a, voilà, la plupart des gens sont suivistes. Et Jean-Jacques, mon premier bouquin avec lui, c'était un western. À l'époque, c'était pas la mode du tout. Et on me disait, vous allez dans le mur, c'est du suicide, on ne peut pas publier ça. Et Jean-Jacques, lui, sa réaction, c'était plutôt de l'ordre de ce que tu disais tout à l'heure. C'est personne n'en veut, moi je vais le faire. C'est juste pour emmerder le monde. Non, par goût, quoi. Il était complètement imperméable, à mon avis, à tous les phénomènes. Trop passionné. Il aimait un manuscrit, il y allait. Pour le reste, quoi. C'est son charme. Très bien, on vous remercie beaucoup. Oui, merci. Merci. Et puis,